je suis moi particulièrement heureux de vous accueillir aujourd'hui puisque pour la première fois vont être attribués des trophées de l'économie dite positive. Donc c'est un plaisir de pouvoir accueillir cette manifestation qui a été conçue et imaginée par HEC, qui est une école de la Chambre, donc qui est une initiative d'HEC, du cabinet B-Citizen, de Reporters d'Espoir, et tout ça en partenariat avec TF1. Et c'est donc une vraie première que nous célébrons aujourd'hui. Je suis, moi, très heureux d'accueillir particulièrement, je pense qu'elle est là ou qu'elle va arriver, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est députée de l'Essonne et qui est connue pour avoir notamment rédigé la charte de l'environnement. Je pense aussi que nous attendons Franck Ribou, qui est président de Danone, qui est une entreprise chère à nombre d'entre vous, en tout cas à moi, et on connaît son implication croissante dans les démarches d'innovation sociétale. Et puis aussi, un grand merci, et je suis heureux d'accueillir Hugo Ferreira, qui est directeur général de la compagnie Benjamin de Rothschild. Je crois que nous avons tous clairement conscience que les entreprises ont à jouer un rôle clé pour répondre aux grands défis du monde. On a une vraie responsabilité aussi à cet égard. Et toute innovation dans le sens d'un développement soutenable est à encourager, il est à valoriser aussi, pour donner aussi ensuite envie à d'autres entreprises d'inventer de nouvelles voies respectueuses de l'homme et respectueuses de l'environnement. Parce qu'en effet, restaurer l'environnement, contribuer à une réduction de la pauvreté par des activités économiques rentables, notamment dans les pays émergents, tout ceci permet de redonner du sens à l'activité économique. Voilà, donc merci aussi à tous les organisateurs de cet événement et en particulier au master spécialisé management du développement durable d'HEC, au cabinet B-Citizen et à l'association Reporters d'Espoir. Place tout de suite au directeur général du groupe HEC, Bernard Ramanantsoa. Alors Bernard, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi HEC a souhaité organiser ces trophées avec B-Citizen, TF1 et aussi Reporters d'Espoir? Aujourd'hui, on est à un tournant qui est quelque chose de stratégique, en particulier pour une institution comme HEC. Vous savez que les écoles, les business schools d'une façon générale, un de leurs deux grands critères pour qu'elles réussissent, c'est être capable de faire de la recherche de pointe. Et l'autre critère, c'est d'être capable de transformer cette recherche en innovation pédagogique. Et l'économie positive est quelque part, je ne veux pas me gausser de grands mots, mais c'est quelque chose qui est un nouveau paradigme et qui nous donne l'occasion de faire et de montrer que nous savons innover pédagogiquement. Bonsoir, Bénédicte Fèvre-Tavigneux. Alors, vous êtes directeur pédagogique du master, on en a parlé, ce master spécialisé management du développement durable d'HEC. C'est quoi précisément? Eh bien, c'est un 3e cycle que nous avons créé il y a bientôt 4 ans et qui accueille des étudiants de profils très variés, des ingénieurs, des juristes, des économistes, parfois même des artistes, et qui a comme objectif de préparer de futurs managers et dirigeants qui intègrent le développement durable dans la stratégie et aussi dans les pratiques des organisations, en particulier des entreprises, mais aussi des ONG ou des organisations internationales. Et à travers ça, nous avons comme ambition de former des acteurs responsables et créatifs d'une économie soutenable. Et comment vous est venue l'idée de ces trophées? Eh bien, c'est que tout au long de ces 4 années, il nous est apparu de plus en plus clairement que les défis, en particulier en matière de réchauffement climatique et de ressources naturelles, sont immenses et qu'à vouloir faire un peu moins mal ou un peu mieux, en réalité, on renforce les mécanismes en cours et nous avançons en réalité vers une impasse majeure. Et il nous apparaît aussi aujourd'hui que cette situation, on peut le dire, très préoccupante, eh bien, est aussi une opportunité unique, une opportunité d'inventer de nouveaux modes de production et de consommation qui soient plus respectueux de l'homme et plus respectueux de la nature. Donc, nous avons créé ces trophées l'économie positive pour valoriser les innovations lancées par les entreprises, valoriser les business models innovants
qu'elles inventent, avec comme particularité, tout en offrant une rentabilité financière, eh bien, d'apporter une contribution positive sur 2 axes. Un axe environnemental, en allant même parfois jusqu'à restaurer l'environnement, et un axe social, en contribuant à une réduction de la pauvreté par la création de nouveaux produits et services à la base de la pyramide. Maximilien, l'économie positive, c'est quoi? L'économie positive. L'économie positive a un objectif simple, celui de respecter l'objectif de bilan net positif de l'entreprise, tout en rajoutant à ce bilan net économique et financier d'autres bilans, le bilan net positif au niveau de l'environnement et le bilan net positif au niveau du social. Alors, comme l'a dit Bénédicte, on va se concentrer ce soir sur le bilan net environnemental. Et sur le bilan net environnemental, de quoi parle-t-on? On ne va pas simplement de faire du profit, ou en tout cas pas de manière tout à fait traditionnelle. On va rajouter le bilan net énergétique, c'est-à-dire une activité, une économie, une activité, un business model qui produise plus d'énergie qu'il n'en consomme. D'autre manière, une activité qui stocke du carbone, dont le bilan carbone va être positif, alors que l'essentiel des activités aujourd'hui, vous le savez bien, sont des activités à bilan net négatif du point de vue du carbone au niveau économique et des activités du point de vue énergétique à bilan net négatif. Un exemple évidemment incontournable ce soir, l'exemple de Grameen Danone, qui est une joint venture entre Grameen et Danone, positionnée notamment au Bangladesh, dont l'activité principale reste l'activité autour du yaourt, a une différence notable, c'est comment adresser le bas de la pyramide, c'est-à-dire des habitants du Bangladesh qui ne bénéficient pas, comme vous le savez, du même niveau de vie que nous, comment leur vendre des yaourts, comment créer les structures d'approvisionnement, les structures de production, les structures de distribution. Et bien là, on va faire appel à la capacité de l'industriel à s'adapter au mieux à son territoire, à valoriser au mieux les actifs de ce territoire. Peut-être qu'on en saura plus tout à l'heure. Donc, pour résumer, réduire, puis substituer, produire et valoriser la diversité. Pour conclure, évidemment pour moi, comme pour nous tous, l'économie sera positive ou ne sera pas. Le comprendre dès maintenant, c'est s'assurer les meilleures places pour demain, s'assurer les places de leader, de gagnants dans l'économie de demain. Voilà, merci. C'est vrai que lorsque nos amis d'HSC, de Bicitizen et de Reporters d'Espoir sont venus nous présenter leur projet, il n'y a pas eu l'ombre d'une hésitation de la part d'Étienne Moujotte pour mobiliser les chaînes du groupe dans le soutien de cette initiative. Vous le disiez tout à l'heure, notre activité, c'est de diffuser de l'information, mais notre activité et notre mission, c'est aussi de diffuser des initiatives positives qui sont porteuses de progrès, et vous en faites partie, d'autant que, en général, elles sont difficiles parfois à repérer. Et je sais que le jury, avec Philippe Morand, qui a beaucoup travaillé, a repéré un certain nombre de pépites qui feront évidemment l'objet de reportages sur les chaînes. Parce que tout ce qui peut contribuer à faire connaître ce genre d'initiative, à les légitimer, peut faire avancer les choses. Quels sont les avantages pour une entreprise dans son modèle d'économie de marché de faire du positif comme vous en faites? Si je prends l'exemple du Bangladesh, c'est justement parce qu'on ne se pose pas la question dans ces termes qu'on le fait. C'est-à-dire que si effectivement j'avais demandé aux équipes de Danone, enfin si l'histoire avait été de demander aux équipes de Danone, faisons un projet, venez me voir, essayez de valider le côté économique du projet. Bon, déjà, il aurait fallu 2 ans parce qu'il y a une bureaucratie comme partout. Même chez vous? Même chez nous. Ah bon. On serait allé chercher des consultants, enfin, etc. Des gens d'HSC? Non, parce que les gens d'HSC, on est allé les chercher, justement. Et au bout du bout, ils m'auraient fait une superbe recommandation qui, de toute façon, n'aurait pas été suivie, puisque, comme toute entreprise, on gère par priorité. On aurait dû, effectivement, d'autres priorités. En fait, ce projet revient d'une histoire assez simple, simple. Moi, chaque fois que je vais dans un pays, j'ai droit à des présentations marketing. Alors, comme ils sortent tous du même endroit, c'est toujours les mêmes. Donc j'ai d'abord un quart d'heure sur l'économie du pays, la croissance du pouvoir d'achat et les fameuses catégories A, B, C, D. Et puis on s'aperçoit assez rapidement que même dans un pays émergent, c'est vrai qu'on s'intéresse à une population qui a la capacité d'acheter nos produits, puis toute une autre partie qui ne l'a pas.
Comme les pays sont énormes, quand on parle de l'Indonésie, du Bangladesh ou autre, la conclusion est toujours la même. Oui, c'est quand même plus grand que la Belgique, donc on peut s'intéresser au pays. Mais on s'est dit à un moment donné, mais pourquoi ne pas faire du business, et non pas de la charité, mais du business avec les autres catégories. Et là, notre modèle économique ne fonctionne pas. Donc on a décidé, sous la pression de certains qui sont dans la salle, comme Emmanuel Faber, qui était à l'époque encore le directeur financier de Danone, comment faire un business, puisque si c'est un business, il sera durable. Si c'est de la charité, c'est pas durable. A posteriori, quand vous faites un bilan, ça coûte ou ça rapporte? Ça doit rapporter. J'en sais rien. Mais c'est pas le sujet. Si vous voulez, de nouveau, avant que le projet que vous venez de voir impacte les résultats extraordinaires de Danone, ça va prendre du temps. Donc demandez-moi si les quelques milliards d'euros qu'on dépense en publicité impactent ou pas. Je ne saurais d'ailleurs pas plus vous répondre, parce qu'on dit toujours qu'il y en a la moitié qui sert et l'autre moitié qui ne sert pas. Je ne devrais pas dire ça devant vous d'ailleurs, puisque c'est quand même chez vous que j'en dépense le plus. Mais en ce qui concerne ce projet, et plus sérieusement, je vais vous donner 2-3 exemples de retours qui effectivement ne sont peut-être pas financiers directement. Mais quand un ingénieur doit concevoir une usine de yaourt pour produire un yaourt à 5 cents d'euros prix rendu consommateur, qui apporte 30% des nutriments aux enfants du Bangladesh, le même ingénieur, quand il doit concevoir une usine en France pour vendre Activia ou Dieu sait quoi à 4 euros, il n'a pas les mêmes réflexes. Donc déjà, il a un autre frottement. Ensuite, cette usine, il l'a fait, oui, avec 2 jeunes garçons d'HEC qui sont venus faire, je ne sais pas comment on appelle ça, mais enfin, ils sont venus passer un certain nombre de mois avec nous. Aujourd'hui, ces 2 jeunes, il y en a un au marketing de Danone France, il y en a un au marketing d'Evian. Moi, je pars du principe que l'expérience qu'ils ont vécue avec nous au Bangladesh est sans doute sans commune mesure avec ce qu'ils ont appris dans leur école. Voilà. Non, c'est vrai, c'est la réalité. Bon. Puis attendez, Alors, il y a d'autres choses. On recrute des gens. On recrute souvent les mêmes profils. Il y a des gens qui n'aiment pas les multinationales. Grâce à ce projet, on est en train de recruter, notamment dans le domaine de la recherche, des gens pour qui ce projet présente une autre clé d'entrée chez Danone. Donc ce faisant, on crée naturellement une diversité, si on l'accepte, dans le recrutement qu'on fait chez Danone. Et j'ai des exemples comme ça, sans parler de fournisseurs chinois pour faire du PLA à la place du plastique, et ainsi de suite. Bon, M. Ardouin, vous qui faites cet enseignement de stratégie HEC, les freins au développement de l'économie positive, il y en a quand même. Tout à fait. Je pense que, d'ailleurs, Franck Ribou illustre bien comment on surmonte le premier frein avec ses équipes, c'est oser tester un nouveau business model. Je crois que beaucoup d'entreprises sont coincées pour l'instant dans des raisonnements qui sont insuffisance de mesure de l'empreinte écologique. Donc, et plus on descend dans la taille des entreprises, plus ça arrive fréquemment. Donc, je veux dire, l'attention aux problèmes, les idées de solutions sont difficiles à nourrir parce qu'on n'a pas une connaissance. Intéressant, le microcrédit, avec le Dr Yunus, a inventé un nouveau business model financier auquel les acteurs existants, banques classiques, considéraient qu'on ne pouvait pas prêter parce qu'elles étaient pauvres et sans surface financière. Le microcrédit, avec des banques comme Grameen Danone ou d'autres, ont un taux de recouvrement dans les 95, 98, 99% selon les unes ou les autres. Dernier point, je pense que partenariat, c'est-à-dire que l'entreprise doit voir toute la chaîne de valeur sur laquelle son produit ou son service est intégré et créer une valeur économique, environnementale et sociale en travaillant avec des partenaires. L'exemple Grameen Danone, mais il y en a d'autres, on a vu avec Michelin par exemple ou d'autres, c'est vraiment du travail de partenariat qui va résoudre le problème. La France a des formidables atouts sur le sujet et elle a besoin pour les transformer de sortir un petit peu d'un problème culturel qu'elle a, un enfermement dans sa vision sur les politiques d'environnement qui est de croire que les politiques d'environnement sont avant tout des politiques publiques et que l'emploi dans le secteur de l'environnement c'est avant tout de l'emploi public. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans le secteur de l'environnement en France, il y a un peu moins de 400 000 emplois qui sont considérés comme étant dans le secteur de l'environnement.
En Allemagne, il y en a 1 300 000, si on prend exactement la même nomenclature. Et ça procède du fait que pendant des années, on a vécu l'environnement en faisant des bonnes politiques publiques. Je veux dire, les politiques publiques françaises sur l'eau, par exemple, sur les agences de l'eau, elles ont été copiées dans l'Union européenne. C'est des choses intéressantes qui ont été faites. Mais on a vécu l'environnement comme une limite, notamment une limite au développement des entreprises, mais une contrainte, quelque chose de normatif, quelque chose de très juridique aussi. On ne l'a pas du tout vécu comme une opportunité, ni comme une opportunité pour l'économie, ni d'ailleurs comme une opportunité pour l'emploi, alors que les chiffres que je viens de donner sur la comparaison entre la France et l'Allemagne montrent bien qu'on peut inventer, et on a les atouts pour le faire, un modèle dans lequel, en enrichissant la croissance en écologie, on l'enrichit en emploi. Alors on l'a compris, hein, la question c'est qui doit faire quoi, l'État, l'entreprise, les banques. En tout cas ce soir, il y a 6 entreprises qui ont fait quelque chose et je vais vous demander de les applaudir. 6 entreprises donc, qui se sont engagées dans l'économie positive. Voici le moment donc attendu pour connaître les lauréats des premiers trophées de l'économie positive. Et on va remettre le trophée Start-up. Et pour remettre ce trophée, j'ai appelé Philippe Morand, directeur du service économie de TF1 et membre du jury. Alors, je rappelle les nominés pour la catégorie Start-up, hein, Philippe: Batiplume, Robinson, Ocean Power Delivery. Alors, le gagnant pour la catégorie Start-up est Ocean Power Delivery. C'est un grand plaisir de recevoir le premier trophée positif de l'économie au nom de ma compagnie. Rapprochez-vous un petit peu du micro. Rapprochez-vous du micro. Oh, pardon. Ocean Power Delivery. Et pour notre produit, Pelamis en particulier, nous sommes enchantés pour avoir été choisis par les étudiants de HEC, l'école d'affaires numéro 1 de l'Europe. je pense. On va passer à la remise du trophée Impact et je vais appeler Pascal Chéniaud, directeur scientifique du Master Développement durable d'HEC et qui est aussi président du jury. Le gagnant pour la catégorie Impact est Precious Woods. Je pense que vous aurez compris que le jury, qui avait une légère surreprésentation masculine, mais dont la Dea ex machina était Madame Bénédicte Fèvre-Tavignot, qui a été l'âme de tout cela, a voulu à la fois primer le leader européen du bois durable et en même temps un matériau particulièrement stratégique et symbolique. Et j'appelle Monsieur Andreas Hössler, qui est le président de Precious Woods et qui est là ce soir. Mesdames et messieurs, c'est vraiment une très très grande surprise comme représentant de Precious Woods de recevoir ce trophée. Precious Woods, c'est une entreprise qui a été fondée en 90 pour une personne avec une vision, comment est-ce qu'on pourrait changer la matière bois, la distribution et la croissance.